عذرا بيروت. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'Iran ne se mêle pas des dossiers libanais. Déclaration de Mohammad Jawad Zarif au deuxième jour de sa visite au Liban. Le ministre iranien des Affaires étrangères est attendu cet après-midi à Damas. La séance parlementaire pour l'élection d'un nouveau président de la République, reportée pour la 27e fois. Le quorum des 2/3 n'a sans surprise pas été atteint. On l'a appris il y a quelques heures, l'otage croate enlevé en Égypte il y a 3 semaines aurait été décapité par l'organisation État islamique. Les militants du CPL dans la rue cet après-midi, comme ils menaçaient de le faire depuis plusieurs jours. Michel Aoun a finalement lancé un appel hier soir à ses partisans. Ces partisans qui rejoignent en ce moment même les 7 points de ralliement de la manifestation, dont la place Sassine à Beyrouth. Rendez-vous a aussi été donné à Nar El Mout, Jounieh-la-Cité, Myrna Chaloui, Jbeil, Babda et Batroun. Objectif, protester contre la prorogation la semaine dernière du mandat du commandant en chef de l'armée, le général Jean Kawaji. Prorogation que le CPL considère comme une entrave au fonctionnement des institutions. Et alors que Michel Aoun a mis hier soir l'armée au défi de réprimer la mobilisation populaire, le bloc parlementaire du futur est monté au créneau ce matin pour dénoncer ces menaces de la part du chef du CPL. Les députés ont qualifié de honteux les propos tenus par le général. 27e report de la séance parlementaire pour l'élection d'un nouveau président de la République. C'est devenu une habitude depuis le 25 mai 2014, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. La réunion n'a pas pu se tenir, le quorum des 2/3, soit, je vous le rappelle, 86 députés présents sur 128 n'ayant pas été atteint. Une 28e séance a été fixée au 2 septembre. L'Iran ne se mêle pas des dossiers libanais. Une déclaration de Mohammad Jawad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, au deuxième jour de sa visite au Liban. Après sa rencontre avec le Premier ministre Tamam Salam hier, le chef de la diplomatie iranienne s'est entretenu avec plusieurs responsables libanais aujourd'hui, avec le chef du Parlement, Nabi Berri, ce matin à Ain el-Tineh, puis avec son homologue Gebran Bassil. En marge des déclarations officielles, Mohammad Jawad Zarif aurait surtout évoqué avec les responsables libanais un plan de sortie de crise en Syrie, alors qu'il arrive cet après-midi à Damas. Selon de nombreux observateurs, les puissances régionales tentent en ce moment un rapprochement en vue d'une résolution du conflit en Syrie. Et l'Iran, qui vient de conclure un accord nucléaire avec les grandes puissances, entend jouer un rôle dans ces tractations. Et cette visite intervient alors que le chef du gouvernement, Tamam Salam, s'est lui envolé pour la Jordanie ce matin. À Amman, il s'est entretenu avec son homologue Abdallah Ensour. Au menu des discussions, la collaboration dans la lutte contre le terrorisme, la crise des réfugiés syriens qui pèse sur les économies des deux pays, mais aussi le renforcement des relations économiques entre Beyrouth et Amman. C'est un constat d'échec pour les forces de sécurité conjointes palestiniennes. Celles-ci ne sont pas parvenues à maintenir le calme à Ain el-Helloué. Sur la voie du Liban, Azam al-Ahmed, le responsable du Fatah, a reconnu que plusieurs obstacles entravent l'éradication des groupes hors la loi à Ain el-Helloué, où près de 17 factions armées sont présentes, dont un certain nombre de factions salafistes dures. Je vous rappelle que Talal el-Ordoni, un haut cadre du Fatah, a été assassiné le 25 juillet dernier à Ain el-Helloué. Assassinat qui a entraîné une reprise des tensions dans le camp palestinien le plus peuplé du Liban. Au moins 37 civils, dont des enfants, ont péri ce mercredi dans des raids aériens de l'armée syrienne sur plusieurs localités aux mains des rebelles à l'est de Damas. Le bilan risque de s'alourdir car de nombreuses victimes sont dans un état critique. Les frappes ont visé les villes de Douma, Sabka, Kafar, Batna et Amourieh. Le régime a répondu aux requêtes tirées plus tôt par les insurgés sur Damas. Des tirs qui auraient fait 13 morts selon le ministère de l'Intérieur. Nouveau coup de filet en Turquie. L'armée turque a arrêté une dizaine de djihadistes à Ankara, Istanbul, Hatay au sud et Kirikale dans le centre du pays. Cette prise intervient au lendemain de l'arrestation hier de 23 étrangers qui tentaient de traverser la frontière syrienne pour rejoindre les rangs de l'État islamique. Des arrestations qui s'inscrivent dans la guerre lancée le mois dernier par la Turquie au groupe État islamique, mais aussi au PKK, la rébellion kurde que Recep Tayyip Erdogan a promis de poursuivre avec détermination. Ludovic de Foucault.
C'est à l'occasion d'une cérémonie militaire que le président turc s'exprime. Un discours martial contre les Kurdes du PKK. Un cessez-le-feu n'est pas suffisant. Nous devons continuer notre combat jusqu'à ce que cette organisation terroriste cesse d'être une menace, jusqu'à ce que les armes soient déposées et enterrées. Et je veux insister là-dessus. Je ne parle pas de cessez-le-feu, je dis jusqu'à ce que les armes soient enterrées et enterrées dans du ciment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul terroriste armé sur notre territoire, à l'intérieur de nos frontières. La guerre à outrance contre le PKK est déclarée. Parallèlement à Washington, les journalistes assaillent de questions le porte-parole du département d'État. D'après un diplomate turc cité par la chaîne CNN Turquie, Ankara et Washington se seraient entendus sur la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. Une zone dans laquelle les combattants du groupe État islamique, comme ceux du PKK, seraient systématiquement pris pour cible et dans laquelle les Syriens qui fuient la guerre pourraient se réfugier. Réaction de Washington. Il n'y a aucun accord sur une quelconque zone. Ce dont nous avons parlé avec les Turcs et ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est de nous permettre d'utiliser des installations turques pour combattre le groupe État islamique au nord de la Syrie, pour nettoyer cette région. Aucun accord donc, on sent poindre chez les diplomates américains et européens un certain embarras devant la stratégie de la Turquie. Ankara a lancé le 24 juillet une guerre contre le terrorisme, une opération qui vise en même temps le PKK et le groupe État islamique en Syrie. 3 raids ont frappé les djihadistes, des dizaines d'autres se sont concentrés sur la guérilla kurde. Démission surprise hier d'Abdallah Al-Thani, le Premier ministre libyen, c'est après la pause. Tomislav Salopek, le Croate enlevé en Égypte il y a 3 semaines, aurait été décapité par l'organisation État islamique. Le groupe a publié une photo de son cadavre sur Twitter. Âgé de 31 ans et père de 2 enfants, Tomislav Salopek était employé dans une société française. Il avait été enlevé le 22 juillet par des hommes armés sur une route à 22 km du sud-ouest du Caire. Vendredi, la branche égyptienne de l'EI avait menacé de le tuer dans les 48 heures si le Caire ne libérait pas les femmes musulmanes emprisonnées en Égypte. Si la mort de l'otage se confirme, ce serait la première fois qu'un occidental est enlevé et tué par des djihadistes en Égypte. Démission surprise hier du Premier ministre libyen Abdallah Al-Thani a annoncé son retrait du gouvernement lors d'une émission télévisée. Annonce qui intervient au lendemain d'une nouvelle session de pourparlers de paix interlibyens. Explication de Marc Pope. Face aux critiques des téléspectateurs sur le manque d'efficacité de son gouvernement, le Premier ministre libyen répond et crée la surprise. J'ai pris mes responsabilités et ma conscience est claire. Je demande à tous de me pardonner si j'ai fait des erreurs. Je demande aussi à tous de me libérer de mes responsabilités. Et dimanche, je donnerai officiellement ma démission. Une déclaration immédiatement nuancée par le porte-parole d'Abdallah El-Sini. Il a dit dans l'émission qu'il démissionnerait si la rue le réclamait. Une démission doit être remise par écrit à la Chambre des représentants qui peut l'accepter ou la rejeter. Ce n'est pas la première fois que le chef du gouvernement, reconnu par la communauté internationale, menace de quitter son poste. En 2014, 1 mois après sa nomination, il annonce sa démission à cause de menaces sur sa famille, avant finalement de se raviser. Parmi les griefs de la population, la pénurie d'électricité et surtout le manque de sécurité dans les zones sous contrôle. Car 3 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est plus que jamais divisée. Installé à Tobrouk, Abdallah El-Sini doit faire face à un second gouvernement basé à Tripoli et lui sous contrôle de la coalition de milices Fajr libyen. Une nouvelle session de pourparlers de paix entre les 2 camps vient de s'ouvrir à Genève sous l'égide de l'ONU. Une page économie à présent avec cette nouvelle dévaluation du yuan en Chine. La banque centrale chinoise a réduit de 2% le taux de référence de sa monnaie face au dollar. Objectif, donner un coup de pouce aux exportations. Les précisions de Georges Laderich. C'est la plus vieille méthode pour relancer les exportations et la Chine vient de l'utiliser 2 fois de suite. Une première dévaluation de 1,9% mardi, suivie d'une baisse de 1,6% ce mercredi. 20 ans que les autorités n'étaient pas allées aussi loin. Objectif numéro 1, freiner le ralentissement économique général, en particulier celui des exportations, le poumon économique de la Chine. Les données macroéconomiques ne sont pas bonnes du tout. Elles montrent que l'économie chinoise ralentit. L'espoir, c'est que les exportations seront secouées ou boostées par la dévaluation.
Face au ralentissement de l'économie, Pékin n'était pourtant pas resté les bras croisés. Près de 1000 milliards de dollars de dépenses ont été annoncés en janvier, principalement des grands projets d'infrastructures comme des lignes de chemin de fer, des routes ou de nouveaux aéroports. Mais le ralentissement continue. Les exportateurs chinois souffrent de la concurrence. Depuis un an, l'euro et le yen ont fortement chuté face au dollar. Pour faire taire les critiques, Pékin a promis d'intervenir de moins en moins dans le cours de sa monnaie. Objectif affiché, s'adapter aux normes internationales pour enfin devenir une monnaie de référence. Alors que les réformes économiques s'accélèrent, le taux de change est davantage déterminé par le marché. C'est une direction générale. Avec seulement 2,2% des paiements internationaux, le yuan reste une monnaie très peu utilisée dans le monde. Il faudra probablement quelques années et davantage de réformes pour gagner en influence. La mesure a cependant été saluée par le Fonds monétaire international. L'institution doit se prononcer en fin d'année sur les monnaies qu'elle utilise et la Chine espère enfin en faire partie. Aux États-Unis, un accident s'est produit dans un cours d'eau du Colorado. L'agence américaine de protection devait colmater une brèche dans une mine d'or, mais au lieu de cela, elle a laissé s'échapper le liquide toxique. Olivier Boulinck nous en dit plus. Des kilomètres et des kilomètres d'eau orangée. Cette rivière du Colorado a soudainement changé de couleur. En cause, un incident dans une mine abandonnée. Des employés de l'EPA, l'agence américaine pour la protection de l'environnement, devaient assainir le site. Et c'est le contraire qui s'est passé. Ils ont par erreur jeté un mélange toxique qui contient des métaux lourds, du zinc, du fer, du cuivre ou encore de l'arsenic dans cet affluent de la rivière Animas. C'est un incident tragique. Je suis profondément désolée que ce soit arrivé. Nous devons maintenant régler ce problème. Les agriculteurs ont dû arrêter l'irrigation de leurs exploitations pour ne pas contaminer les sols. Les autorités ont interdit les activités de baignade, de kayak et de pêche. Nous allons essayer de voir quelles dispositions nous pourrions adopter pour dédommager les commerçants impactés. Il ne faut pas qu'ils pâtissent trop de ce grave accident. Depuis 5 jours, des tests sont menés pour évaluer les conséquences sur l'environnement de cette pollution. Quand nous avons vu cette eau orange, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de poissons morts. Mais nous n'avons qu'un seul poisson mort sur un échantillon de 108. La vigilance est de mise. La pollution pourrait s'étendre au cours d'eau des États voisins, de l'Utah et du Nouveau-Mexique. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'Iran ne se mêle pas des dossiers libanais. Déclaration de Mohammad Jawad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, au deuxième jour de sa visite au Liban. La séance parlementaire pour l'élection d'un nouveau président de la République, reportée pour la 27e fois, le quorum des 2/3 n'a sans surprise pas été atteint. Et on l'a appris il y a quelques heures, l'otage croate enlevé en Égypte il y a 3 semaines aurait été décapité par l'organisation État islamique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne ou sur notre site web en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.